Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le débriefing du match entre Nantes et le Paris Saint-Germain. Et ça a été un match extrêmement intéressant à débriefer. C'est vrai qu'après le match indigeste qui a eu lieu la veille entre Lille et le FC Metz, et bah finalement on a eu un bon match. Franchement, moi j'étais très content de ce match. Et justement, on va pouvoir en parler, on va pouvoir débriefer cette rencontre en long, en large et bien évidemment en travers. Donc qu'est-ce qui s'est passé durant cette rencontre? On va commencer tout de suite, comme à chaque fois, avec le rappel des faits. Que s'est-il passé? On va commencer comme à chaque fois avec les compositions d'équipe. La proposition d'équipe du FC Nantes qui donc était en 5-3-2 ou en 5-4-1 en fonction de la situation. Il y avait donc Alban Lafont dans les buts, une défense à 3 avec Apia, Castelletto et Nicolas Palois. Ensuite nous avons eu Quentin Merlin et Boukari sur les côtés. Ensuite Giroto qui était là bien sûr en tant que sentinelle et poumon du FC Nantes aux côtés de Krivella et Ludovic Blas, et enfin devant Moset Simons aux côtés de celui qu'on considère comme le Kylian Mbappé du FC Nantes, c'est-à-dire Randall Colomwani. Du côté du Paris Saint-Germain, on a modifié quelques petits joueurs par rapport à ce qui s'était passé contre la victoire face au Real Madrid. Donc Keylor Navas est donc à remplacer John Luigi Donnarumma, une défense à 4 notamment où les latéraux ont changé puisque Bernat a remplacé Nuno Mendes et de l'autre côté Achraf Hakimi a été remplacé par Thilo Kehrer. On a ensuite un milieu de terrain avec donc Paredes et Danilo Pereira qui ont été mis sur le banc à la profit de Giorgino Wijnaldum et de Idrissa Ganagay. Marco Verratti lui est toujours titulaire. Et enfin, eh bien, Neymar qui... Ah bah tiens, moi je me suis trompé. Pour moi, vous savez quoi, ça va être changé en 5 minutes chrono. Vous allez fermer les yeux, ah vous avez les yeux. Hein. Fermez les yeux et vous allez voir, il y a des trucs qui vont se passer. Ça va être la magie de la chance. Hop, voilà, vous voyez plus rien. Vous voyez plus rien du tout. Là. On recommence bien sûr, voilà. Donc Neymar qui donc reprend son poste pour le côté gauche. Messi lui qui est sur le côté droit. Et enfin Kylian Mbappé lui qui se retrouve dans l'axe comme il avait été auparavant. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé durant cette rencontre? Tout va aller très très vite. Nous sommes donc à la 4e minute. Le Paris Saint-Germain, eh bien, d'abord commence plutôt bien d'ailleurs. Hein. Il fait un bon match. D'ailleurs, ils ont une occasion, je crois, assez rapide. Et notamment une occasion où je crois que c'est Juan Bernat qui récupère le ballon, qui tente dans un angle fermé à la 3e minute. Et finalement, ça ne passe pas. Et finalement, juste après un ballon perdu par Kylian Mbappé, eh bien, Nantes procède par contre, donne pour Ludovic Blas, justement qui donne pour Moses Simons, simplement centre pour Randall Colomwani qui réussit à marquer 1-0 pour le FC Nantes. Et le FC Nantes à ce moment-là va continuer à dérouler. Le FC Nantes d'ailleurs qui va être très réaliste puisqu'à la 16e minute, eh bien Boukari qui donne pour Quentin Merlin, superbe frappe, déviée au début bien sûr, et finalement 16e minute, victoire donc 2-0 pour le FC Nantes. Alors le Paris Saint-Germain va essayer concrètement de revenir d'ailleurs, avec notamment une frappe de Kylian Mbappé qui est repoussée. On a ensuite beaucoup d'actions, plusieurs actions successives, 26e, 28e minute, où clairement Alban Lafont est littéralement inarrêtable dans ce match. Et il va se passer un événement, on va commencer tout de suite par en parler, puisqu'il y a une action à la 37e minute, c'est tout simplement le tacle de Nicolas Palois, c'est-à-dire que Nicolas Palois, Kylian Mbappé part sur le côté droit très rapidement, et Nicolas Palois, tout simplement, fait un tacle, et l'arbitre, Monsieur Le Sage, ne siffle pas. En tout cas on ne sait pas s'il y aurait eu carton ou quelque chose comme ça. En tout cas, il ne siffle pas de faute, considérant que l'action du Nantais est tout simplement logique. Alors, pour mon point de vue là-dessus, je vais vous le dire clairement, j'ai trouvé que Nicolas Palois, en dernière nouvelle, je pense pas qu'il aurait dû être expulsé, attention, hein, bien évidemment, mais je trouve que d'un point de vue, dans toutes les actions qu'on va décrire au fur et à mesure, c'est pas l'action la plus litigieuse en soi. C'est un tacle, alors très viril. Je trouve qu'il manque de maîtrise. Après, moi, j'aurais sifflé une faute, j'aurais peut-être ramené un carton jaune pour Nicolas Palois, mais concrètement, moi, j'aurais pas mis de carton rouge par rapport à ça. Et puis, il va se passer encore quelque chose. 44e minute, une faute à l'extérieur de la surface sur Kylian Mbappé. Apia, concrètement, est d'abord expulsé, carton rouge, parce qu'on considère qu'il annule une occasion de but. Et à ce moment-là, Monsieur Le Sage décide de mettre finalement qu'un carton jaune
par rapport à ça. Alors, cette action que j'ai analysée, que j'ai regardée sur Denis Appiah, alors la faute est totalement évidente, bien évidemment, mais il y a une chose qui m'a fait dire que pour moi, il n'y avait pas carton rouge, c'est parce qu'au moment où ça se passe, je crois qu'il y a notamment un Nantais qui est légèrement dans l'axe et qui revient par la même occasion. Qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez un Nantais qui revient au même moment que eh bien, finalement le fait Denis Appiah, clairement, il y a bien sûr une faute, c'est évident, mais je pense, d'ailleurs je crois que c'est Giroto qui revient bien ou Palois, je sais plus, et à ce moment-là, moi j'estime qu'il n'y a, il y a pas carton rouge. C'est un poil sévère, donc carton jaune par rapport à ça. Par contre, bien évidemment, là où je suis absolument... Alors, certes, il y a la... Alors, là aussi, on va y revenir là-dessus. Troisième, donc il y a 45e minute, après 48e minute, il se passe qu'il y a une action donc parisienne, et à ce moment précis, il y a tout simplement une faute de main de Wijnaldum qui finalement fait que le Paris Saint-Germain obtient un penalty contre eux. Alors, pour moi la main, je la trouve un peu... Le problème c'est que la main, si tu suis le règlement, la main est décollée du sol. La décollée là, parce qu'elle est comme ça. Enfin, vous la voyez pas, mais elle est comme ça. Donc à partir de là, si elle est comme ça, donc si elle est comme ça, il y a de fortes chances, si moi je me mets comme ça, à un moment donné, si la main était collée, ça aurait pu aller. Surtout que, je suis désolé, on peut pas considérer que c'est du bout portant, que quand même c'est un centre. Clairement, il y a quand même des circonstances qui pensent quand même penser que Wijnaldum, là, clairement, fait une erreur de trajectoire, voilà, tout simplement. Et donc 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Le PSG va se reprendre et finalement Neymar va marquer à la 47e minute. Et concrètement, on pense que le Paris Saint-Germain va exercer, va réussir à faire quelque chose. Et il y a ce penalty qui va être donné. Alors on va d'abord parler du penalty tiré par Neymar, qui, excusez-moi de dire ça, est une véritable honte. Excusez-moi, mais vous tirez pas comme ça un penalty. Parce qu'il peut faire tous ces mouvements des pieds à la Ronaldo. Vous savez comment Ronaldo il fait sur un côté, il regarde, machin. Neymar, il a décidé maintenant, voilà, il avance, il avance très vite, il fait deux petits pas, il avance d'aider et il frappe. Alors, il met la frappe, vous savez, la frappe la plus molle du monde. Genre, c'est. Je sais pas qui lui a appris à tirer comme ça. Mais à un moment donné, je sais pas qui lui a dit, il faut quand même qu'il se prenne conscience que tirer comme ça un penalty, c'est n'importe quoi. Le gardien, alors certes, même si le gardien, admettons le gardien, vous savez, le gardien, c'est pas compliqué sur un penalty. Déjà, il tire même pas. Encore, il pourrait donner une vraie frappe et la mettre un peu en l'air pour peut-être faire quelque chose, voire même. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il la tire doucement. Au moins, mais une patate. En plus, il la tire. D'ailleurs, pour information, il la tire au même endroit que Messi. Il la tire à peu près, hein, il la tire sur le côté. C'est un n'importe quoi. Sachant que Alban Lafont est quand même dans une forme surhumaine. Et le mec, il te fait le penalty le plus naze du monde. Déjà, voilà. Après, pour ce qui s'agit du de la faute de Denis Appiah. Alors, certes, il n'y a pas eu la faute. Moi, il y a une chose, par contre, je n'ai pas compris. Pourquoi il n'y a pas le carton jaune? Là, clairement, il y a une erreur de l'arbitre. Parce que concrètement, il y aurait dû avoir un carton jaune à ce moment-là, puisque Kylian Mbappé est fauché, et à ce moment-là, il devait y avoir concrètement ceci. Et ça, j'ai pas compris. Là, clairement, il y a une erreur il y a une vraie erreur, parce que Denis Appiah, déjà, le carton rouge, pourquoi pas. Et là, à ce moment-là, c'est pas normal ce qui s'est passé. Après, Paris va continuer, Paris va faire. Après, Mbappé se loupe aussi. Alors, clairement, a priori, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Et au final, et voilà, Alban Lafont avec une frappe de Julian Draxler. Au final, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Et encore une fois, franchement, ça a été une réalité. Et justement, on va en parler, bien sûr, durant cette prestation globale. Voilà, j'ai été assez clair au niveau des arbitres. Pour moi, il y a deux actions litigieuses, une action logique. Et concrètement, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de cette rencontre et qu'est-ce qu'on peut dire finalement
de ce qui va être démontré par la suite. Euh, Moi, j'ai trouvé que au niveau donc, des Nantais, j'ai trouvé que les Nantais avaient très très bien compris ce que voulait faire le Paris Saint-Germain. J'ai trouvé que le Paris Saint-Germain a voulu justement. Alors, le Paris Saint-Germain fait pas un mauvais match, justement, on va en reparler après. Et ils ont profité justement des difficultés du PSG, et notamment sur les côtés. Ils ont bien compris que le côté droit était un gros point faible du PSG. Ils ont bien compris que les ballons en profondeur, d'ailleurs c'est assez ironique, c'est que les ballons en profondeur, c'était vraiment un point faible face pour le Real Madrid. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait concrètement par rapport à ce match. Puisque concrètement, enfin je dis concrètement, les Nantais, les actions qu'ils ont créées, bah, finalement c'était beaucoup dans la profondeur, c'était beaucoup dans la verticalité, dans l'intensité. On a vu une équipe d'ailleurs de Paris extrêmement voilà qui avait des problèmes dans les contres, justement Verratti d'ailleurs en a parlé. Et j'ai trouvé que les Nantais ont bien usé justement cette équipe, notamment sur les ballons en profondeur. Je trouvais aussi que les Nantais ont su aussi jouer beaucoup sur les côtés, hein, notamment sur les côtés, sur le côté droit où ça a été un enfer pour Thilo Kehrer. Puis bah, finalement, bah, la défaite la victoire n'en est que logique. Hein. Ils ont vraiment sont créé beaucoup d'occasions. Ils ont mis du cœur, ils ont mis de l'intensité, ils ont mis de l'envie, ils ont mis de l'amour, ils ont mis tout ce qui va avec. Alors oui, c'est vrai que certains diront que après ils se sont fait manger parce que c'est vrai que les Parisiens se sont créés beaucoup trop d'occasions aussi. Mais c'est ça aussi le fort des réussites, hein. C'est aussi de savoir, on va dire, prendre les choses en main et surtout le plus important, c'est de, je vais éternuer, hein, je vous préviens, si j'éternue, désolé pour les oreilles. Mais concrètement, voilà, moi j'ai trouvé que cette équipe parisienne, cette équipe nantaise, extrêmement bonne, extrêmement intéressante. Oui, c'est vrai qu'il y a une possession de balle très forte, que les Nantais n'ont absolument pas, on va dire, sont créés quand même moins d'occasions, etc. Mais d'un côté, le résultat est là. Voilà, Nantes c'est quand même créé de belles occasions, et je pense que on peut dire que Nantes, c'est quand même a mérité sa victoire, parce que quand on n'est pas capable de pouvoir au moins faire un penalty comme on l'a fait, quand on n'est pas capable de faire telle ou telle chose, bah, concrètement, on ne peut pas mériter mieux qu'une défaite, et c'est ce qui s'est passé ce soir. Bon, maintenant on va passer bien évidemment au Paris Saint-Germain. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement du Paris Saint-Germain? Bah, en fait, vous vous souvenez de ce que j'avais dit il y a une semaine, si je me souviens bien, c'était une semaine. Ouais, je me rappelle. C'était il y a deux. Enfin, c'est pour Marseille, souvenez-vous. J'avais dit pour Marseille, si vous vous souvenez bien, j'avais dit Marseille, offensivement, c'est très beau, c'est très joli, c'est très très bien. Mais d'un point de vue défensif, quand même pas rassurant. C'est ce qui s'est passé face pour le PSG. C'est-à-dire que le PSG a fait un bon match offensif. J'ai trouvé d'ailleurs à noter que j'ai trouvé que Léo Messi, contrairement à ce qui s'est passé avant, d'ailleurs on pourra parler aussi justement de peut-on critiquer Lionel Messi, parce que ça a été la fameuse phrase depuis, parce que Sergio Agüero en a exprimé, et on pourra justement en parler par rapport à ça. Et la question qu'il faut se poser, c'est concrètement, est-ce que... Moi j'ai trouvé que le positionnement de Messi, derrière les deux attaquants qui étaient donc Neymar et Mbappé, et puis après, donc, avec Di Maria qui était un peu plus, voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. D'ailleurs, je trouve que Neymar, Mbappé, justement, qui était derrière, avec Messi derrière, je trouve que ça donne une vraie qualité à cette équipe parisienne, parce que Messi, notamment, surtout, on va dire, jusqu'à que Neymar sort, je trouvais que l'équipe parisienne était vraiment fluide, que Messi touchait beaucoup de ballons. Et c'est peut-être ça que j'ai envie de donner, c'est que je trouve que Messi, pour la première fois, j'ai quand même le sentiment que Lionel Messi a compris où était son poste. Là, concrètement, il a pris le ballon, il a essayé de fluidifier le jeu, il a essayé de donner les ballons justement à ses coéquipiers. Je trouvais que justement, il y avait une belle complémentarité avec Verratti, qui était quand même plutôt intéressante. Par contre, bien évidemment, ça manque trop de latéral. Par contre, là, ça a été insuffisant. J'ai trouvé que Messi a été plutôt intéressant. J'ai trouvé notamment que le PSG s'est créé beaucoup d'occasions. Hein, quand même, faut quand même reconnaître que dans cette histoire, si on a le penalty, hein, si le PSG marque ce penalty avec un vrai penalty et pas ce penalty d'une honte absolue, bah finalement, ce Paris Saint-Germain peut remporter le match parce qu'il y a 3-2, parce que ça redonne une dynamique à cette équipe. Et je pense que voilà,
Par contre, défensivement, on parlait tout de suite, c'était une catastrophe. C'est-à-dire, on va pas parler, bien sûr, on va commencer, bien sûr, par parler de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand tu as... Et là, par contre, on va critiquer Mauricio Pochettino. C'est-à-dire qu'on peut littéralement dire que Mauricio Pochettino s'est lourdé complètement. C'est-à-dire qu'il met Thilo Kehrer. Alors, moi, je veux bien être gentil, mais j'aimerais poser une question à Mauricio Pochettino. Alors, je vais vérifier quand même. Bon, il était pas là. Peut-être qu'il est blessé, hein. Ça pourrait s'expliquer. Je vais quand même taper Colin Dagba. On va dire la vérité. Est-ce que... Il est où Colin Dagba? Pas l'information. Ah, Dagba. Ah, voilà. Je trouve ça incroyable que Colin Dagba a été écarté. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Mais vous avez, ça c'est un truc qui me sidère, vous avez un latéral droit de formation, d'ailleurs qui est votre petit cru du club, et qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez de côté. Je sais pas, Colin Dagba pouvait pas jouer ce match? Pourquoi vous vous obstinez à mettre Thilo Kehrer à droite? Vous n'avez toujours pas compris que à droite c'est une cata ce mec? Pas à un moment donné, quand est-ce que ça va se passer? Bon, là je suis en train de faire les flops, bon là ça va commencer, je vais en parler, hein, mais voilà, ça a été une cata, etc. Et aussi, j'ai toujours pas compris que mettre Messi à droite, ça marche toujours pas non plus. Donc, Mauricio Pochettino donc, fait déjà ces deux choix qui sont, de mon point de vue, totalement mauvais. Ensuite, il y a également des problèmes dans le milieu de terrain. Là où j'ai parlé notamment d'un grand milieu de terrain du côté du PSG, notamment face au Real Madrid, où justement ils ont été présents dans le pressing, dans la possession. Bah, au final, on a vu une équipe qui, en première mi-temps, n'arrivait pas à construire, se faisait avoir dans les ballons en profondeur. Défensivement, ça a été une cata. On a eu notamment un Idrissa Gana Gueye, donc d'ailleurs qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, je rappelle, hein, quand même, qui n'a pas été incapable de faire quoi que ce soit. Ça a été une cata et honnêtement, bah, moi je suis désolé, ça a été un des matchs les plus calamiteux du Paris Saint-Germain. Et j'ai trouvé que cette équipe n'a pas les capacités pour réussir à faire quelque chose concrètement. Voilà, il faut dire les choses telles que c'est. Le PSG, défensivement, ça n'a pas été bon, ça n'a pas été à la hauteur. Il faut pas s'étonner à ce que le Paris Saint-Germain perde ce match. En fait, ils perdent ce match défensivement, hein. Parce que si le PSG était solide défensivement, je pense que le PSG, je pense que personne n'aurait dit que le PSG était mauvais. Je pense qu'on aurait tous dit, voilà, capacité, qualité, technique. Je pense que ça, c'est quelque chose qui aurait été plutôt intéressant. Là, quand tu vois la qualité du jeu côté du PSG, moi, je suis désolé, c'est pas bon du tout. Et j'ai envie de dire que bah, si c'est ça le PSG, on aura dû faire autrement dans les prochaines semaines. Parce que clairement, ça sera pas du tout bon. Bon, on va passer maintenant au top et au flop. Les tops et les flops avec donc les tops. D'abord, on va commencer, alors je vous préviens avec des Nanterres. On va commencer avec Ludovic Blas. Alors j'aurais pu mettre Kolo Muani, hein, je vous le dis tout de suite, mais j'ai trouvé que Ludovic Blas, alors on aurait pu mettre Kolo Muani, on aurait pu mettre Moses Simons, et j'ai eu envie de mettre Ludovic Blas parce que je trouve que c'est un joueur qui a un sacré potentiel. Moi, je trouve vraiment ce joueur très très bon. Ah, même quand c'était un peu compliqué l'année dernière, où j'avais suivi un de ses matchs, je trouve que notamment dans ce match, il tire le penalty, mais il y a également, c'est lui notamment qui permet à Moses Simons euh, de, euh, de pouvoir donner les bons ballons. C'est un excellent joueur, il est venu défendre, il attaque. C'est vraiment un joueur précieux et il fait partie de ces joueurs justement un peu à la Romain Fèvre, etc., ou TJ Savanier, qui sont pour moi mésestimés dans ce championnat. Ah, ils font des belles prestations et à chaque fois on les met un peu de côté. Et je trouve que c'est un peu scandaleux. Quand tu vois la prestation qu'il a fait ce soir, je trouve qu'il a vraiment des grandes qualités. C'est vraiment un excellent joueur. C'est vraiment un joueur, moi je trouve vraiment très très bon. Et je suis assez surpris à chaque fois de voir ce jeune homme. Je sais pas quel âge il a, Ludovic Blas. C'est un joueur qui a 24 ans, tout jeune, mais je pense qu'il faudra peut-être commencer à réfléchir. C'est vraiment que les clubs de Ligue 1, au lieu d'aller chercher des gens exotiques, c'est intéressant de s'occuper peut-être de Ludovic Blas, vu de ce qui pourrait être donné. Ensuite, j'ai mis alors Giroto. Alors Giroto, bah, concrètement, ça a été la sentinelle qui a littéralement tout fait, hein. Il a récupéré des ballons,
Il a notamment fait de bons retours, hein, clairement, pour aller aider ses coéquipiers en défense centrale quand la situation était quand même compliquée. Ça a été bien, franchement, c'était un bon joueur. Et franchement, Giroto, pareil, il a fait une prestation XXL. Et concrètement, moi, j'ai adoré ça. Et enfin, bah, bien sûr, pour moi, l'homme du match, the man of the match, l'homme tout simplement qui a permis à cette victoire contre le Paris Saint-Germain. Vous l'avez compris, c'est Alban Lafont. On va dire les choses, il a été littéralement stratosphérique. Même d'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'au match aller, si vous vous souvenez bien, au match aller, il fait un match extraordinaire parce que le PSG domine le match, notamment en première mi-temps. Il te sort 4-5 arrêts. Et alors là, aujourd'hui, il y a une action sur Bernat, des actions sur Messi, une action sur Mbappé. Je vois notamment à un moment donné, si vous vous souvenez bien, il fait douter Kylian Mbappé parce que Kylian Mbappé n'arrive pas à trouver des solutions. À un moment donné, il fait un enchaînement, Kylian Mbappé se loupe, c'est parce que c'est lui qui fait changer ça. Et certes, ce penalty, bon, il n'a pas été, voilà, c'est pas le penalty le pire, mais je me dis aussi peut-être que Neymar, face à lui, il se dit, là, il a tout fait. Et honnêtement, franchement, il a été excellent. C'est un très bon gardien, encore une fois. Alors, je sais qu'il est pisté, je crois, par le Barça. Euh, Franchement, quand on sait que Mike Maignan bah, est parti au Milan AC, on a quand même un gardien. Alors, je le suivais un petit peu, mais vous savez, je crois qu'il était à Auxerre. Il a fait quelques petites gammes. Bah, je pense que c'est aussi un gardien, je parlais de Ludovic Blas, un gardien qui pourrait peut-être être intéressant dans un club plus huppé. Après, la question, c'est où, mais on parlait beaucoup en début de saison, notamment à Lyon, du remplaçant d'Anthony Lopez. Je sais pas, Alban Lafont, gardien de l'Olympique lyonnais, ça fait quand même réfléchir quand même. C'est intéressant. On peut parler aussi de quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup, que je trouve très intéressant aussi. C'est peut-être bah, quand on sait que notamment du côté de Lille, on a notamment un gardien comme Ivo Gerbic qui est parti chercher je ne sais quelle planète. Peut-être que Alban Lafont, bah, c'est aussi une bonne pioche. Ce serait dommage de le perdre parce que là vraiment on a un excellent gardien et il faut essayer de le faire mûrir dans notre championnat. En tout cas, moi je pense qu'il a fait ce soir. Bah, c'est à l'image justement de ce qu'il fait depuis. Moi, c'est vraiment un bon gardien. Et c'est vraiment un gardien qui, moi, j'apprécie beaucoup. Qui notamment a fait, je me rappelle, hein, qui a fait Auxerre, si je me souviens bien. Et je me rappelle, d'ailleurs, pour information, justement, j'allais revenir par rapport à ça. C'est quelqu'un qui, aux dernières nouvelles, a eu le mérite, d'ailleurs, d'aller à Toulouse. Et je me rappelle que c'est un gardien qui n'arrivait, qui a été très discrédité à l'époque. Moi, je me rappelle, c'est un mec, il est arrivé à Toulouse, il savait pas vraiment quoi faire, il a fait des erreurs, mais comme la moitié des gardiens qui se trouvaient à Toulouse. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à travailler, il a continué à bosser. Il est parti à la Fiorentina. Oui, ça n'a pas été ouf du tout d'ailleurs, hein. Il a fait une prestation, où il a fait une prestation assez honorable. Il est revenu du côté du FC Nantes. Alors je sais plus trop pourquoi d'ailleurs. Quelqu'un qui est tout jeune, hein, il a quand même que 23 ans. Mais franchement, moi j'aime beaucoup ce gamin et honnêtement, moi j'espère que il va pouvoir faire quelque chose de pas trop mal par rapport à ça. Bon, allez, maintenant on va passer à la suite avec donc Idrissa Gana Gueye, parce qu'à un moment donné, moi j'ai louangé, vous savez, Leandro Paredes et tout ce qui s'est passé. Mais alors il s'est fait mais manger voilà, ça a été l'indigestion, franchement. Alors après, on va dire, les gens disent oui, mais il a fait ce qu'il a pu. Avec derrière, après, oui, mais alors faire ce qu'il a pu, c'est pas suffisant. Il a fait un match assez indigeste. Et j'ai envie de te dire, ça a été nouveau mauvais match pour Idrissa Gana Gueye. Bon, ensuite, on va parler bien évidemment de Wijnaldum. Alors bon, Wijnaldum, ça a été... bon, il y a le penalty, bien sûr. Mais il y a aussi notamment des duels... Enfin, je sais pas, je le trouve inexistant. Je ne comprends pas ce qu'il fait là, Wijnaldum. Alors après, est-ce qu'il est mal positionné? Est-ce qu'on ne lui fait pas confiance? Est-ce que... J'en sais rien. La réalité, c'est que
dans ce dispositif, dans ce système qui est proposé par le Paris Saint-Germain, parce que beaucoup de gens parlent beaucoup de Lionel Messi. Mais j'ai envie de dire, Wijnaldum, c'était quand même le mec qui était quand même titulaire à Liverpool, qui aux dernières nouvelles n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Et ça a l'air de gêner personne. C'est quand même inquiétant. Et enfin le numéro 1, bon bah de toute façon j'en ai parlé, j'ai un peu parlé dans la prestation globale, j'ai essayé de me calmer. À un moment donné, bah, c'est Thilo Kehrer, parce que bon, à un moment donné, Moses Simons lui a fait l'amour 3 fois. À un moment donné, il était même pas consentant, tellement que ça devenait gênant. La réalité, c'est que, vous voyez sa tête là qu'il a en ce moment, je pense que c'était la tête qu'il avait tout au long de la première mi-temps. Et encore une fois, je ne comprends pas, car à un moment donné, dans le match, la première mi-temps, il y a des ballons qui sortent dans tous les côtés, et t'attends la 74e minute pour le faire. À un moment donné, tu te dis pas dans ta tête, allez, on arrête nos conneries, on met Hakimi à la place, et on arrête de faire passer pour des ploucs toute la journée. Donc voilà. Bon, voilà un petit peu ce qu'on avait à dire. En tout cas, bah, le PSG a une nouvelle fois déçu. Bon, après, j'ai envie de te dire, c'est pas la première fois que ça arrive. Mais concrètement, ça commence à faire beaucoup pour un City. On va parler bien sûr du classement rapidement. Bon, le classement qui a pas trop bougé, hein. Donc le Paris Saint-Germain qui reste leader avec 59 points. Ah, donc voilà, le PSG qui sera champion a priori, hein, il n'y aura pas de problème là-dessus. Marseille 46, Marseille qui joue demain, qui pourrait récupérer, il pourrait revenir à 10 points du Paris Saint-Germain. Ça peut être une idée, qui affronte d'ailleurs Clermont. Hein, bonjour à Jodel Dossou. Nantes, eux, remontent à la 5e place. Ça, c'est bien, hein, quand même. Hein, sachant que les Lyonnais ont fait match nul face à Lens. Donc finalement, c'est eux qui pourraient faire la bonne opération. Et Nantes, pour l'instant, est qualifié en Europa League. Donc voilà. On va rappeler rapidement les rencontres de demain. Même. Je peux ah. Bah Lyon. Oh, Lyon Midis. Dans la. Bon, je trouve. Oh, c'est pas des conneries. Hein. Là, donc à 13h, on aura Nice qui fera face à Angers. Il y aura un multiplex avec Saint-Etienne-Strasbourg. Saint-Etienne, bien sûr, qui essayera de sortir, mais à Strasbourg, ça va être compliqué. Rennes 3, il y aura Montpellier et Reims-Brest. 17h, Bordeaux fera face à Monaco. Et enfin, à 20h45, Olympique de Marseille fera face au Clermont Foot. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, bien évidemment. J'espère en tout cas avoir été le plus clair possible. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé tout à l'heure de tout ça. Je laisse bien sûr avec cette défaite, mais d'un côté, peut-être que le Paris Saint-Germain, avec cette défaite, pourra se dire peut-être que les choses, eh bien, les choses pourraient avancer dans une bonne chose parce que finalement, il y a eu des ingrédients. Maintenant, il faut tous que la mayonnaise tourne. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien et ciao les amis.